So thank you so much, everyone, for being here for the last panel, substantive panel of the day. Now we're talking about, the contemporary geopolitics of natural resource extraction in forms of cooperation and competition coming from how we have been extracting resources and where we are going in terms of extracting resources. And I've been thinking a lot about General Ayer's comment on needing raging moderates. And part of me was wondering if having raging moderates for so many decades before now has gotten to where we are today, right? Both in terms of conflict within Canada, who benefits from how the status quo has been going on, but also global conversations between conflicts around natural resource extractions, who's benefiting from this in a global comparison as well. So what we're going to do today is talk about new forms of rising nationalism associated with natural resources, contemporary conflicts, both within and also between countries over natural resources, as already I've mentioned, particularly in regard to who benefits and who doesn't from ownership and deployment of natural resource extraction, the implications for Canadian businesses, diplomacy, military engagement, and then also new geopolitical and land-based conflicts from renewable energy development and deployment. We talk so much about just transitions, although we can't really say that in certain parts of our country anymore, but we assume that renewable energy brings with it better politics. That's not necessarily the case, right? So I'm looking forward to discussing all of these topics today. So we will follow a similar format to the previous panels. I will just give a short introduction to all of our panelists because we have these brochures with all of their accolades, and I'd like to get right into it. So quickly, Victoria Breda is a senior analyst at the Privy Council Office, which supports the Prime Minister and Cabinet, and she focuses on climate security and the energy transition. Nadège Comparé is an assistant professor of international relations in the Department of Political Science at the University of Toronto. Her work lies at the intersection of IR theory, African politics, global extractivism, and gender and race in international relations. Frédéric Lesser is a professor in the Department of Geography at Laval University, researcher at l'École supérieure en études internationales, and director of Le Conseil québécois d'études géopolitiques. His research focuses on strategic issues of water management, law of the sea, borders, the Canadian Arctic, and climate change. And Pascale Massot is an assistant professor at the University of Ottawa's School of Public Studies. Her research focuses on the global political economy of China's rise, China's impact on global commodity chains, Canada-China and Canada-Asia, relations, and Canadian public opinion of China. So to start, I'll invite you all to make your opening comments, sharing with the audience how you're approaching this topic from your own research perspective, and then we'll move into some rounds of questions. Would you like to go alphabetically or let's go alphabetically? Let's change it. Yeah. Okay, so today I'm going to focus a little bit on the work that me and my colleagues are doing on the race for Africa, competing for Africa and its natural resources. This is just a small subset of what we do, but it's kind of front of mind for us at the moment. With 60% of the world's remaining unused arable land and home to 30% of the world's critical minerals and some of the planet's most important natural carbon repositories, geopolitical competition for Africa's resources will intensify over the coming years. However, the competition landscape is stratified. At the most base level, nation states are competing for access to Africa's natural resources, whether that be critical minerals, arable land, or carbon offsets. However, this competition for natural resources is also a proxy, either mutually beneficial or destructive, for a greater power competition between nation states for both courtship of African leadership as well as near-peer competition. While a stable, less conflictual, and rapidly developing Africa offers new markets and new investment opportunities across the continent, it also creates a competitive landscape that will likely be defined by the export of existing political rivalries. For example, the rivalry between Saudi Arabia and the UAE has extended to Africa, with both countries vying for prominent regional roles and influence. As Saudi Arabia and the UAE simultaneously attempt to diversify their respective economies away from oil and gas, they will also increasingly be in competition for access to Africa's critical minerals, particularly those that are essential for the production of electric vehicle batteries and other green tech needed for the global energy transition. The US, China, and Russia are also competing for influence on the continent, and for the US and China in particular, access to Africa's critical minerals.
China's current domination of global critical mineral supply chains poses a strategic challenge for the US, as securing critical minerals is essential for their national, economic, and energy security. The increasing geopolitical competition in Africa is an undeniable geopolitical reality. Africa presents an opportunity for new markets, new bilateral or multilateral alliances, new spheres of cultural influence, and new markets to export political ideals. However, the scramble for Africa is not new. Historically, Africa has been a space where power competitions have played out. We saw this in the 1800s as European countries sought to carve out the continent, during the Cold War under the guise of ideological competition, and in the early 90s as globalization brought African markets into the fold. Yet the scramble is no longer driven exclusively by near-peer competitions. It is also genuinely about dealing with issues like climate change, reform of institutional lenders, and the green transition. These issues, combined with the global world defined by overlapping networks, is a shift away from traditional bilateral relations as everyone and anyone can be a player. I want to finish quickly with a quote from Nigerian President Bola Tinubu that so aptly identifies the competition landscape in Africa as one that's increasingly becoming characterized by partnership and agency and not exploitation or resource colonialism. To the rest of the world, I say walk with us as true friends and partners. Africa is not a problem to be avoided, nor is it to be pitied. Africa is nothing less than the key to the world's future. Well, thank you very much. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui et merci pour tous ceux qui sont toujours présents après cette longue journée. Je suis une francophone qui va faire toute ma présentation en anglais, mais je peux répondre dans les deux langues après. Je pense qu'il était très difficile pour moi de décider sur quoi je voulais mettre l'accent de mes propos et je vais décider quant au Canada, le Canada dans le monde et je pense qu'il est important parce que ce sujet est isolé de certains problèmes et certaines façons de... Ce qui est intéressant parce que beaucoup des discussions qui ont eu lieu ce matin, j'ai pu voir beaucoup de choses. J'aimerais commencer en mettant l'accent sur l'exploitation minière, si nous parlons du Canada dans le monde, et je ne sais pas combien de personnes sont au courant de ces chiffres, mais selon Ressources naturelles Canada, le Canada est à près de la moitié des activités et de l'exploration. La plupart de ces compagnies ont des opérations au Canada et à travers le monde, et plusieurs ont ce chiffre et de près 60% des compagnies minières sont aussi canadiennes. Aussi, la plus grande exploration dans le monde est par l'Association des prospecteurs. Et c'est une grande convention qui a lieu à Toronto à chaque année. Et j'aimerais préciser que cette organisation est en place depuis 1932, mais a maintenant 25 000 membres dans plus de 130 pays et est ouverte aux conventions nationales depuis 1992. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit parler du Canada comme étant peut-être ayant des responsabilités en termes des compagnies minières à l'étranger. Et je pense qu'il y a une longue période pendant laquelle cette organisation a fonctionné. Et c'est seulement récemment que le gouvernement canadien est intervenu. Nous avons eu deux premiers ministres, les conservateurs et les libéraux, en 2014 et Trudeau en 1920, qui ont tous, au congrès annuel de PDAC, et une forte relation entre la communauté minière et le gouvernement canadien. Et quand on pense aux besoins des politiques étrangères du Canada en termes d'exploitation et d'activité minière. Je voudrais souligner ces chiffres d'abord pour faire ressortir qu'on se rappelle des façons réelles et symboliques avec lesquelles nous pouvons intervenir sur la scène internationale et d'être les avocats ont fait dans l'équipe qui a eu des précédents quant aux compagnies qui ont été amenées en cours au Canada en 2020. Le Canada est une superpuissance
en termes d'exploitation minière, ce qui est probablement la seule fois qu'on va parler du Canada de cette façon. Mais qu'est-ce que ça signifie que le Canada est en termes du futur de l'extraction minière? Je pense que ce soit la défense, la sécurité, la planification, ou toutes ces choses ont des effets sur l'environnement. C'est un sujet qu'on doit envisager quand on parle des minéraux critiques comme solution quand ces minéraux sont ici à extraire. Donc, pour moi, quand je pense que on doit d'abord reconnaître l'effet prof canadien négatif à l'étranger, surtout dans des régions comme l'Amérique latine et l'Afrique. Et suite à cette présentation, de regarder les droits de la personne. Et il n'est pas surprenant que ces choses, que l'image du Canada comme bon citoyen a été très contestée dans ces pays. Et quand vous parlez à des gens dans les communautés, ils ne font aucune différence entre les compagnies minières canadiennes et le Canada comme État. Et c'est devenu une grosse chose que le gouvernement a dû reconnaître en venant des problèmes de recrutement dans les ambassades canadiennes. Par exemple, au Burkina Faso, c'était sujet qui est très conscient de ces choses. Je serais content de répondre aux questions à ce sujet. Donc, je pense que c'est aussi important que, comme quand on parle de la compétition géopolitique, oui, ça a été vraiment des puissances comme la Chine et la Russie ont terni l'image du Canada. Donc, si je pense au Burkina Faso, par exemple, un pays dont je suis le plus au courant, on a vu que Burkina Faso est un des plus grands producteurs de cobalt au monde et elles ont une semaine annuelle, un événement annuel, semaine de l'activité minière de l'actif de l'Ouest. Et en 2019, le Canada a été invité d'honneur. C'est intéressant parce que, étant invité d'honneur, cette année, où on prend de régime intérimaire militaire, et le président est allé en Russie pour rencontrer Poutine. Il est très clair que c'est très évident que ce n'était pas vraiment une explication primaire pour expliquer ce qui se passait, mais un des problèmes clés, c'est que les minéraux étaient au centre de ces questions géopolitiques. Et c'est la même chose qui se passe entre la Chine, qui arrive non seulement au Burkina Faso, mais des autres pays dans la région saharienne qui, par coïncidence, ou moins de coïncidence, sont riches en ressources minérales. Par exemple, le Niger et le Mali, qui ont créé leur propre organisation sous-régionale. Donc, je pense que j'aimerais préciser ces choses et terminer en disant ce que le gouvernement a tenté de faire. C'est pas juste comme de parler de ces choses, mais je pense que le gouvernement est très au courant de cette dynamique entre l'État et les compagnies et certaines des initiatives que j'aimerais souligner suggèrent qu'ils sont au courant de cette tension qui augmente, changement d'alliance. Est-ce que ça signifie, est-ce que ça pourrait vous signifier pour nos politiques étrangères? Et je voudrais souligner que une chose qui a pas attiré beaucoup d'attention, mais c'est que le gouvernement canadien a une responsabilité sociale et ça a été conçu en 2009. Ça a eu une direction fondamentale. Qu'est-ce que c'est? Et ça a été révisé en 2014 et en une politique plus axée sur la politique étrangère. Et le Canadien a réalisé que ce serait leur façon de se
remettre à un certain niveau de faveur au niveau national, international. Et une des choses des initiatives que je dirais que le gouvernement est responsable de. En 2019, ce bureau c'est la revue des plaintes contre les compagnies, seulement les compagnies canadiennes. Mais vous voyez que c'est très axé sur l'extraction des ressources. Donc, je pense que toutes ces choses font ressortir qu'il y a de reconnaître un espace, une responsabilité ici au pays, bien que le Canada n'est pas prêt à en parler et dans ces termes, aimerait parler ça ne me semble pas que ça fonctionne. C'est coopération ou non? Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai à dire. Mais quel est le problème pour moi? C'est au-delà de tout ça, au-delà de ces belles paroles, de ces initiatives qui émergent. Est-ce qu'il peut y avoir une paix dans ces initiatives? Est-ce que ça peut être vraiment transformateur comme effet? Est-ce que c'est le début y compris des discussions sur avoir des batailles, mais pas seulement sur les sites d'extraction. Mais je sais que c'est plus que 5 minutes, mais je pense qu'on ne peut pas parler de cette situation du Canada dans le monde en termes d'extraction sans parler de ce qui se passe ici même. Quand on sait que ce que ça représente en termes de résistance et de contestation de l'extraction au Canada sur les communautés autochtones, par exemple. Et je pense que dans une perspective transnationale, si on prend historiquement l'attitude du Canada envers les Nations unies quant à la Déclaration des droits des Autochtones a été adoptée, mais une résolution qui n'est pas obligatoire en 2007 et le Canada, avec les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont refusé d'entériner cette initiative seulement pour en donner l'appui en 2010 et éventuellement appuyer pleinement en 2016. Ça montre un écart entre ce qu'on dit et dans ces initiatives et ce qu'on fait. Et quand on parle des communautés autochtones et quant aux pratiques, comment le Canada est vraiment engagé à vraiment intégrer ces choses dans ses politiques et ses façons de faire. Et je pense que ça se passe aussi à l'étranger quand on parle des communautés locales qui résistent l'extraction de minerais. Ah, voilà. Frédéric, and we need to have the mic close for translation. Yeah. Merci beaucoup. Alors, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les questions d'extraction des ressources naturelles, pas juste les ressources extractives non renouvelables comme le pétrole, les hydrocarbures, les ressources minières, mais d'autres aussi plus largement. Commencer mes réflexions avec différents thèmes qui retracent d'ailleurs en partie mon cheminement dans la recherche. Je voudrais commencer par quelques idées à propos de l'Arctique, qui a beaucoup été présenté par beaucoup de commentateurs comme un Eldorado de nouvelles ressources naturelles, ce qui serait à l'origine d'ailleurs de beaucoup de tensions, de conflits que l'on peut observer à l'heure actuelle dans cette région. Dans la pratique, ce que l'on observe déjà, c'est que la plupart des ressources extractives qui sont exploitées à l'heure actuelle dans l'Arctique le sont soit sur Terre, soit dans les zones économiques exclusives qui ne sont pas contestées en aucune façon. En fait, il y a très peu de gisements à l'heure actuelle qui soient l'objet de différents, qui soient situés dans des zones maritimes qui sont l'objet de revendications contradictoires. Par ailleurs, dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment parler d'un Eldorado arctique? Les seules évaluations qui recèlent une certaine crédibilité en matière de ressources naturelles dans l'Arctique sont celles qui ont été publiées en 2008 par le USGS, donc United States Geological Survey, qui font état de ressources certes non négligeables, à peu près 3 ans de consommation de pétrole et 7 ans de consommation de gaz, mais qui sont loin de se comparer par exemple aux réserves déjà prouvées au Moyen-Orient. Quand
on parle d'Eldorado, de ressources naturelles dans l'Arctique, c'est un petit peu exagéré dans la mesure où il y a beaucoup d'incertitudes et il n'y a pas tant de ressources prouvées que ça dans ce que l'on connaît en tout cas à l'heure actuelle. Il faut peut-être y voir aussi dans cette information le fait qu'il n'y ait pas tant de ressources naturelles que ça, dans l'état actuel des connaissances, bien sûr, comme expliquant en partie le fait que, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, les enjeux sur les plateaux continentaux étendus ne soient pas si conflictuels que ça dans l'Arctique. Alors, il y a effectivement eu des mouvements de mauvaise humeur, en tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété, lorsque la Russie a beaucoup étendu son plateau continental revendiqué. Même chose pour le Danemark, même chose en 2021 de nouveau pour la Russie, décembre 2022, même chose pour le Canada. Mais ce qui est intéressant de relever aussi, c'est qu'à chaque fois que les pays riverains ont étendu leurs revendications, ça n'a jamais été contesté par les autres pays riverains de l'Arctique. Donc tout se passe comme si la fameuse exceptionnalité arctique dont on a beaucoup parlé ces dernières années, mise à mal effectivement par la guerre en Ukraine, s'applique toujours dans certains domaines. Donc on accepte les règles du jeu de la Convention sur le droit de la mer et on ne conteste pas les revendications des autres pays riverains. En mer de Chine du Sud, on a aussi beaucoup fait un parallèle entre les tensions à l'heure actuelle et les ressources en hydrocarbures qui s'y trouveraient. Alors, il faut d'abord historiquement replacer, mettre ça en perspective. Les revendications, l'intérêt de la Chine et des autres pays riverains de la mer de Chine du Sud datent de bien avant la découverte de ressources pétrolières ou gazières en mer de Chine du Sud. On s'est d'abord intéressé aux îles, donc aux Paracels et aux Spratly. Ce n'est qu'à partir de la découverte de gisements pétroliers au large du Sarawak et de la mise en vigueur des négociations à propos des espaces maritimes que l'intérêt des pays riverains s'est porté aussi sur les droits souverains en mer de Chine du Sud et sur la possibilité de découvrir des gisements. Alors c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gisements, essentiellement sur les marges continentales d'ailleurs, qui sont exploités. Tous ces gisements, ou presque, sont en déclin à l'heure actuelle, donc contrairement là aussi à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas une croissance pétrolière ou gazière en expansion, bien au contraire en mer de Chine du Sud. Il faut lire ailleurs donc les causes des tensions vives à l'heure actuelle en mer de Chine du Sud entre la Chine et les autres protagonistes de la région. On peut notamment y voir un intérêt marqué pour les ressources halieutiques qui, il faut le rappeler, constituent un secteur économique très, très important, mais en déclin pour cause de surpêche dans cette région. Je parlerai aussi un petit peu rapidement des ressources en eau, dont on a beaucoup dit qu'elles étaient sans doute un facteur de guerre au cours du 21e siècle. Là encore, est-ce que effectivement les ressources en eau seront des causes de conflits armés au cours du 21e siècle? En fait, il n'y a pas vraiment de guerre récemment qui est éclatée pour le seul facteur en eau. Effectivement, l'eau s'ajoute aux tensions qui peuvent séparer plusieurs pays. On peut penser par exemple au Moyen-Orient, au bassin de la Cauvery dans le sous-continent indien, aux disputes sur le Mékong, aux disputes en Asie centrale. Mais c'est très difficile de faire un lien direct entre les tensions sur le partage de la ressource en eau et la conflictualité entre les États. Et puis, comme l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions, c'est précisément aussi un autre facteur de tension qui a émergé à propos des grands barrages avec l'émergence de la transition énergétique, où on s'aperçoit que, alors que la Commission mondiale sur les barrages avait souligné le rôle assez négatif que pouvait avoir la construction unilatérale de barrages sur beaucoup de bassins versants internationaux, notamment lorsque la décision a été prise de manière unilatérale, on s'aperçoit qu'à la faveur de l'émergence de la transition énergétique, beaucoup d'États se mettent à utiliser cet argument pour tenter de justifier des projets extrêmement controversés dans le passé, en utilisant l'argument que finalement, construire ces barrages, ça va être utile dans un contexte de changement climatique pour décarboner nos économies, donc pour essayer de faire passer ces projets unilatéraux face à leurs voisins dans les bassins internationaux. Et je m'arrête là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour l'invitation et merci Nadège pour avoir brisé la glace. Je suis aussi une francophone qui a préparé ses remarques en anglais. En fait, mes notes étaient déjà préparées en anglais. Je suis trop fatiguée pour faire la traduction simultanée, contrairement à notre ami là, qui va le faire à ma place. Donc, quand j'ai regardé le thème du panel, quand j'ai regardé le thème, j'ai décidé de l'approcher dans la perspective du concept de dérisquer. Je parle en ressources naturelles, mais
J'ai été fasciné par la positivité commandée briquée en 2023. Et ce serait comme le mot de l'année, d'après moi, si je pouvais écrire un article dans le Financial Times. Évidemment que le mot a été articulé dans un discours du président von der Leyen en mars de cette année, et quand elle parlait des relations avec la Chine. Et j'essayais de me demander, je me demandais pourquoi ce concept est devenu si populaire en si peu de temps. Je pense que c'est parce que ça fournit le narratif de regarder quelle est la multiplicité des crises que nous vivons présentement et que nous devons en faire face tout en même temps. Ces crises, il y en a plus que trois, mais j'en nommais trois. La sécurisation d'une relation économique avec la Chine, aussi le besoin de bâtir, de protéger la chaîne d'approvisionnement à la sortie de pandémie, ainsi que faire face à la globalisation. Donc, je pense que tout ça est au centre de ces trois crises et fournit une façon efficace de communiquer sur ces choses. Mais le problème, c'est que les tensions dans ces trois dynamiques et la tension comment nos gouvernements et ces politiques ont été articulés. Donc, par exemple, si on pousse la sécurisation trop fort, trop loin, on va à ce moment-là énominer notre résilience économique. Par exemple, on a mentionné de la même façon, si on pousse la ressource au loin, on peut imposer un fardeau sur la croissance économique qui peut à ce moment-là avoir un effet sur la globalisation. Mais par-dessus tout ça, je pense que certaines versions de ce paradigme viennent en tension avec d'autres objectifs mondiaux, ce qui complique encore les choses davantage, nommément la litigation du changement climatique, ainsi que l'innovation et l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, le fait que que, par exemple, la rhétorique anti-Chine s'aligne avec devienne une façon facile comme outil économique national pour faire d'une pierre deux coups. Par exemple, ce serait l'annonce par l'administration Biden d'avoir un crédit d'impôt pour les batteries. Et donc, on veut donner la priorité à la compétition stratégique avec la Chine, qui a un effet sur la globalisation par rapport au changement climatique comme objectif. Donc, je pense que nous devons avoir articulé ça de façon froide, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'une forme de chaîne d'approvisionnement stable des ressources naturelles? C'est la question qu'on doit se poser. Et je pense que quant à la domination de la Chine sur la chaîne d'approvisionnement, le paradigme que nous avons présentement font une différence relative quant aux débris et l'importance de l'économie sur les critiques, sur les minéraux critiques et la fabrication, l'activité manufacturière verte. Mais ça va seulement nous amener jusqu'ici et j'ai peur que ça nous amènera pas très loin de toute façon et pas très rapidement non plus. Évidemment, nous avons un rôle à jouer et c'est que nous avons un rôle dans la façon de refondre le plus possible l'exclusivité, la résilience de l'industrie minière le plus possible en poussant le recyclage, etc. Je pense que malgré tout, nous pouvons jouer un rôle, mais le point que j'aimerais faire ici, c'est que à la fin de cette route,
la Chine sera encore un des plus importants joueurs. On ne peut pas enlever cette position de la Chine. Si on veut réduire sa position de 70 à 60 en 15 ans, ça serait beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'un des problèmes que nous avons présentement, c'est que nous parlons comme si le paradigme enlèverait la Chine de l'équation et nous permettrait alors de procéder sans embûche pour le reste. Et je pense que c'est une méconception. Donc, dans la mesure où nous pouvons diversifier nos activités, je ne pense que nous ne mène pas assez loin. Et je pense à ce moment-là que le concept d'exploration et d'exposition mutuelle, de vulnérabilité mutuelle et d'enchevêtrement comme façon de penser aux défis que la position de la Chine a sur la chaîne d'approvisionnement. Mais pour terminer, notre résilience économique, notre sécurité nationale, la globalisation et nos objectifs face au changement climatique ne se recouvrent pas, ne s'harmonisent pas. Donc, nous devons penser à poser les questions ensemble. Comment allons-nous travailler à dérisquer et développer des industries pour faire face aux défis mondiaux et ne pas se fragmenter et pour éviter des conflits. Ah, voilà. Merci à tous. Moi aussi, j'ai préparé mes notes en anglais, mais je suis un anglophone, donc. Donc, merci beaucoup. On dirait que cette conversation nous signale que nous sommes au tournant critique. On parle des différentes ressources naturelles, de nouveaux défis géopolitiques et des ressources naturelles. Et d'une certaine part, nous voyons les conséquences de nos actes, mais ceci génère plus d'échanges. Et on a maintenant de nouveaux types d'interactions et de nouvelles voies à suivre. Et quand on pense à l'avenir et à l'engagement du Canada et l'extraction de ces ressources naturelles, nous devons voir quels sont les défis et comment nous continuons à discuter. C'est vraiment pas notre tâche préférée en tant qu'universitaire, mais nous avons eu quelques suggestions intéressantes ici sur comment avancer. Alors, est-ce qu'on va suivre le même ordre? Alors, je vais vous inciter à donner la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a un bénévole? Oui, certainement, je peux prendre la parole. Donc, l'avenir de l'engagement du Canada. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? OK. Je pense que je vais pratiquement ajouter à ce que j'essayais de dire. Je pense que maintenant, ce que nous avons, c'est de ce qu'on comprend, que le Canada est conscient de l'industrie minière. Par exemple, on voit que c'est difficile de se retirer ou surtout d'une manière, au moins, le Canada n'est pas exceptionnel dans ces cas-ci. Je pense que ça reflète juste comment le monde de l'extraction est et quelle est sa puissance. Donc, ça démontre aussi la puissance des industries d'extraction. C'est pas juste dans l'industrie des mines, mais dans le pétrole aussi. Et ça a commencé en 1932 parce que ça devait cesser un projet de loi du gouvernement de l'Ontario qui nécessitait plus d'informations des demandeurs potentiels. Je pense que c'est le projet de loi d'ingénierie. Afin de compléter l'exploration, il fallait que les choses soient approuvées par des ingénieurs des mines. Alors, avant ce projet de loi, c'est donc la raison pour laquelle ça a été fait. Et PIDAC aussi a pu empêcher le projet de loi C-300 et c'était question de tenir les compagnies pétrolières responsables. Et ici, pour moi, vu que ça sonne idéaliste, je pense que nous devons penser à l'avenir de l'engagement des Canadiens
et aussi de la coopération transnationale, parce que ça ne va pas réellement fonctionner si le Canada se retrouve seul. Surtout si on pense à l'avenir des réglementations du secteur de l'extraction. Et pour moi, c'est quelque chose que je dirais, probablement il y a plusieurs personnes ici qui pourraient être en désaccord. Je serais ravie d'échanger avec vous. Je pense qu'il devrait y avoir un niveau de réglementation qui va au-delà du discours sur la responsabilité organisationnelle, sociale et la responsabilité en termes de gouvernance organisationnelle qui nous pousse à avoir un niveau de réglementation normalisé qui pourrait inciter les organisations à être plus responsables comparé à ce qui est fait en ce moment. Donc, encore une fois de plus, ça sonne comme étant un modèle idéal, mais je ne sais pas comment nous pouvons avancer. Surtout, ce que je vois ici pour moi, c'est question de voir ce qu'on peut faire en termes de minéraux critiques sans nécessairement avoir à apporter des changements en termes d'extraction. Alors, je serais ravie, ça, c'est réellement difficile. Et Nadège, c'est difficile à suivre ce que vous avez dit parce que je ne suis pas en désaccord. Et ça rejoint ce que Jonathan a mentionné, le dilemme qu'il a soulevé à la fin de son panel. En même temps, c'est vrai, surtout si on pense à la dominance de la Chine en termes de minéraux critiques, nous devons réfléchir. Et si on retourne à l'histoire, on doit essayer de voir le contexte. Pourquoi la Chine est si dominant dans le processus d'extraction? Il y a certains c'est dû aux investissements à l'étranger, mais c'est aussi parce que domestiquement, ils font l'extraction et le traitement des minéraux qui sont assez sales. Pourquoi est-ce que la Chine est le premier endroit où les terres sont extraites et traitées? C'est pas parce que c'est juste là-bas, c'est juste parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut le faire. Donc, c'est proche des mines et je pense que c'est là l'objectif parce que c'était assez pollué. Alors, nous nous retrouvons face à une situation où nous déployons, nous parlons domination de la Chine. On peut comparer cela à ce qu'on a au Québec parce que ça crée autant de positions sociales du point de vue environnemental. Donc, il y a réellement un dilemme compliqué à comprendre ici. Et en dépit de ce qui est fait en ce moment, surtout quand on voit comment enlever les risques et réassurer l'industrie minière en Amérique du Nord. Je pense qu'on a réellement changé les catalyseurs et la raison pour laquelle la Chine est devenue celle qu'elle est, c'est suffisant pour renverser cette tendance et aussi pour les raisons que vous avez mentionnées, parce qu'il y a des normes ici que nous aimerions maintenir qui pour nous sont importantes. Alors, comment est-ce que on définit ce cercle-là? C'est une question assez compliquée. C'est pas clair pour moi qu'on va pouvoir faire ceci en 10 ans. Et donc, je pense que penser ici à comment dérisquer, c'est une chose, mais ça ne va pas nous permettre d'obtenir ce que nous voulons obtenir. Mais nous devons penser à comment obtenir obtenir nos objectifs avec une Chine dominante à l'avenir. Quelques réflexions pour compléter ce qui vient d'être dit, ce qui est tout à fait intéressant et pertinent. Juste par rapport aux initiatives que pourrait prendre le Canada par rapport à la gouvernance de l'extraction des ressources naturelles sur son territoire ou autour de son territoire. Quelques éléments, par exemple, le moratoire que le Canada a décidé d'imposer sur l'extraction des hydrocarbures dans l'Arctique canadien. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, il y avait un reflux très marqué des compagnies. Donc, c'est un moratoire qui ne coûte pas grand-chose à court terme au gouvernement fédéral. Il a néanmoins suscité beaucoup de grogne auprès des gouvernements territoriaux concernés, NAVUT et Territoires du Nord-Est, qui auraient bien aimé être davantage consultés avant qu'Ottawa ne prenne cette décision. On peut quand même relever donc qu'il y a eu ce moratoire décidé par Ottawa sur l'exploration et l'extraction des hydrocarbures dans l'archipel arctique. On peut aussi relever la négociation, la signature du traité sur la pêche dans l'océan Arctique, donc qui a été l'objet d'une négociation entre tous les pays riverains
de l'océan Arctique, plus la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne. Donc, c'est un premier traité où effectivement on met le couvercle sur l'exploitation d'une ressource naturelle encore mal identifiée, le principe de précaution, donc qui a été invoqué ici. Évidemment, ce n'est pas dénué d'enjeux géopolitiques. Ça permet aussi d'empêcher que les flottes de pêche chinoises se promènent dans l'océan Arctique, mais au moins, espérons-le, c'est avec principalement cet objectif de conservation des ressources qui était à l'origine la principale préoccupation des différents gouvernements concernés. Se posera à ce moment-là aussi la question de la politique canadienne en matière d'extraction des ressources naturelles sur les grands fonds marins. Avec de plus en plus, on en discute parce que les nodules polymétalliques pourraient faire l'objet de campagnes d'exploration et d'extraction. Dans l'Arctique, évidemment, on ne manquera pas de s'intéresser aussi à ces ressources-là. Donc, il reste à voir quelle sera la position du Canada dans la région par rapport à cette activité extractive. So jumping off of what everyone Alors, si j'ajoute à ce que tout le monde vient de dire, je dirais que l'avenir de l'engagement du Canada, surtout si on parle de l'extraction des ressources, c'est l'idée de l'intégration verticale. C'est aussi de comment raffiner la fabrication et mettre sur pied un processus de vente. Ceci ne va pas nous dérisquer ou nous enlever de l'économie canadienne ou des ressources minières, mais cela nous donne l'occasion d'entrer dans cet espace économique. Et je dirais aussi que récemment, on se focalise sur juste le lithium, mais il y a plusieurs minéraux sur lesquels nous pouvons travailler et peut-être voir comment contrôler peut-être l'itération de la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous devons étendre notre focus au-delà du lithium et on a perdu cette course-là. Alors, nous devons nous tourner davantage. OK, merci beaucoup. Alors, un dernier tour avant qu'on ouvre la plateforme aux questions. Et ici, on a parlé de l'énergie, nouvelle forme d'engagement des ressources naturelles. Alors, je me demande si on peut l'élargir, si on voit le thème de la conférence et quelles sont les considérations géopolitiques qu'on voit dans l'Arctique avec la Chine et avec les changements des gouvernements en Afrique. À quoi ressemblent ces nouvelles relations dues à cette nouvelle forme d'extraction et comment est-ce que ceci affecte notre engagement? Alors, je peux dire quelque chose. Je ne suis pas certaine si ça répond à votre question, mais je pense que ça sera le cas. Il y a un panéliste plus tôt aujourd'hui qui a fait le commentaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, un panéliste a parlé la puissance presque totalitarienne de la Chine par nature. Ils ont tendance à être mieux organisés stratégiquement et d'être mieux coordonnés. Je ne sais pas si je suis la seule qui a retenu ceci parce que c'est mon domaine, mais je pense que peut-être pour ajouter aux commentaires sur l'expertise qui a été partagée par rapport aux partenaires non alignés, un aperçu plus rapproché au comportement de la Chine à l'étranger, inclus dans un domaine critique tel que les mines. Ceci nous pousse à voir les comportements et la diversité, les différents intervenants qui sont pertinents et même chaque minéral. Et question de prêter attention à cette diversité et ce comportement et l'intérêt des intervenants et cette diversité et de fois la fragmentation de la prise de décision et l'incohérence et où l'absence de la cohérence stratégique pure. Partout, cela va nous pousser à atteindre un niveau où nous faisons moins de présomptions ou de suppositions, surtout en vue de ce que les acteurs chinois individuels veulent. Et je vais vous dire que je vais publier un livre au mois de mars 2024 qui est intitulé Le paradoxe de la vulnérabilité de la Chine, comment la Chine a transformé les marchés mondiaux. Et je parle
des différents comportements que les acteurs des mines chinois démontrent dans différentes zones de ressources dont les acteurs chinois qui fonctionnent dans différentes zones. Et ici, ces acteurs sont différents. Il y a différents ministères et différentes compagnies, etc. Donc, je vous parle ici surtout les Canadiens, les gouvernements canadiens a agi différemment. Et ici, on va se tourner vers la réalité granulaire, surtout en termes de la diversité de comportement et d'intérêt dans la sphère mondiale. Et ici, si la politique peut être plus efficace et plus ciblée, et on aura donc moins peur et on pourra bien agir. Alors, je dirais que surtout si on voit l'idée de la granularité et de comprendre les nuances, je ne parle pas au nom du gouvernement canadien et malgré que je représente le Conseil privé, surtout dans le monde en voie de développement, dans les pays en voie de développement, chaque pays a son idée. Je pense qu'on ne peut pas suivre une approche générale pour tout le monde, pour tous les pays du Sud et dire que voici ce qu'ils veulent. Je pense que ça va dépendre des circonstances respectives. Il y a différents besoins. Dans certains pays, il y a le pétrole et les recettes du pétrole, c'est ce qui permet de maintenir l'économie et on doit vraiment gérer cela de manière adaptée à l'environnement et nous devons comprendre qu'on ne peut pas nécessairement demander à ces pays-ci de faire la transition maintenant. Donc, c'est question de gérer les nuances et les complexités des pays en voie de développement et de gérer les ressources qu'ils ont et comment on aligne cela sur nos politiques actuelles. C'est un peu avoir une approche granulaire, mais prendre en considération les différents points de vue. Oui, je pensais juste à ce que je pourrais dire. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à dire, surtout parce que je pense au contexte africain en ce moment, surtout les pays d'Afrique francophone, surtout où on voit cette vague de sentiments anti-France. Et maintenant, plusieurs pays sont déstabilisés et ces pays se tournent vers la Russie et la Chine. Donc, j'ai rapidement mentionné cela plus tôt. Et on voit ici que même avant tout ceci, si vous alliez demander aux gens, et je sais je connais plusieurs personnes dans l'industrie des mines, moi, je ne voyais pas le Burkina pour ma thèse, mais j'étais en train de voir quelle est la différence entre les compagnies minières de la Chine et celles du Canada. Et je reprends me donner la réponse que toutes ces compagnies sont pareilles. Au moins, les gens qui sont victimes de ces exploitations minières ne voient pas de différence dans leur traitement et qui étaient impliqués et quel était l'impact de ces extractions dans leur environnement et qui étaient déplacés et quelle était la compensation qu'ils recevaient. Alors, quand vous n'avez pas quand il n'y a pas une grande différence qualitative et par la suite, vous avez une augmentation, une montée des puissances qui essayent vraiment de se focaliser sur le point de vue des libéraux. On n'a pas vraiment un avantage pour obtenir les nouvelles puissances comme des alliés. Je pense que le Canada se retrouve dans cette situation-ci, surtout dans la région du Sahara, en ce moment où plusieurs puissances militaires cherchent à diversifier leurs partenaires d'extraction. Et je me demande donc, c'est difficile pour moi de parler de l'avenir de l'extraction parce que je pense que c'est important d'être idéaliste. Nous devons commencer à penser au-delà de la période d'extraction parce que nous serons juste capables de faire autant d'extraction et en autant que les transitions suivront différentes vagues et seront faites dans différents espaces, le Canada devrait se focaliser sur cette partie-là. Et je sais que ça sera difficile parce que même au Canada, on ne va même pas au-delà de l'extraction. Et ici, je ne peux pas réellement voir une marque qui se distingue en elle-même, autant que cela nous permettra, d'une manière qui nous permettra d'être en compétition pendant le moment des crises. Alors peut-être nous pouvons juste réellement fonctionner quand les choses
vont avoir un status quo axé sur les libéraux. J'abonderais volontiers dans le sens de ce que vient de dire Nadège, savoir quelle est la différence dans les pratiques de différentes compagnies. C'est sans doute dans les nuances. Est-ce qu'on peut inventer des nouvelles formes, des nouvelles façons de gérer l'extraction des ressources naturelles? Je n'en suis pas sûr. Peu importe la façon de procéder, on va quand même détruire l'environnement local, procéder à beaucoup d'activités qui vont nuire aux populations locales. Donc, tout est une question, j'imagine, de présentation des retombées, d'efforts de la part de la compagnie pour mitiger les impacts, de partage de ces revenus, pour faire en sorte qu'aux yeux des populations locales, ça puisse paraître quelque chose qui est finalement acceptable. Quelques exemples, par exemple, du côté de la mine de fer de Mary River sur l'île de Baffin, où effectivement, là, on ne peut pas dire que la compagnie Arcelor ne fasse pas d'efforts pour essayer de présenter les retombées de son projet extractif de la mine de fer. Malgré tout, même si effectivement la communauté locale a accepté le projet, il n'en demeure pas moins qu'il y a parfois des mouvements de protestation parce que les communautés ne sont pas monolithiques contre certains aspects des retombées négatives de ce projet. À l'inverse, il ne faut pas non plus penser que systématiquement les populations locales sont contre ces projets-là. On peut penser au contre-exemple du Groenland où au contraire, là c'est vraiment le gouvernement local qui pousse pour attirer des investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce qu'il y a à la clé des objectifs politiques aussi. Plus il y a d'activités économiques dans l'économie du Groenland, plus on s'approche de l'autosuffisance financière qui est le critère fondamental pour l'obtention de l'indépendance de la part du Danemark. Donc, il y a aussi des enjeux politiques qui peuvent influencer sur les choix des gouvernements locaux, sachant encore une fois que même dans la société groenlandaise, tout comme au Nunavut, la société n'est pas monolithique et qu'il y a quand même des mouvements d'opposition, même s'il y a l'accès à l'indépendance qui semble à la clé. Par rapport à la pêche, est-ce qu'on peut inventer d'autres pratiques? Une des raisons fondamentales aussi qui ont amené les États à signer le traité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que la pêche industrielle demeure la pêche industrielle et que c'est très difficile d'inventer d'autres façons de faire. Donc, c'est pour ça que, comme je disais tantôt, le principe de précaution oblige, on a préféré s'abstenir avant de mieux connaître peut-être la biologie des espèces de poissons commercialement exploitables dans la région pour voir si effectivement ce mode d'exploitation, qui semble assez peu réformable, peut être appliqué dans l'océan Arctique. OK, maintenant, j'aimerais ouvrir la plateforme aux discussions. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un pose une question. Nous sommes en train de faire des spéculations. On voit que plusieurs pays en voie de développement sont en train de changer et l'Occident est statique. Il y a le président Trump, mais c'est ma question, mais quelqu'un pourrait poser cette question. Mais sinon, on pourra répondre à cette question. Alors, le public qui a une question. Alors, il se pourrait qu'on ait besoin de s'étirer, hein? Oui. Donc, une petite question, je suis désolé, j'ai dû m'absenter une partie de votre panel pour une urgence, mais peut-être vous y avez déjà répondu en partie. Ma question porte sur les ressources naturelles canadiennes. Est-ce qu'il y a la convoitise que l'on croit envers ces ressources-là, pas juste au niveau de scénarios très hypothétiques d'extraction dans le passage nord-ouest par une firme chinoise protégée par des brise-glaces dans un scénario soutenu militairement par la Russie, mais autre chose que ça, bien sûr, que ce scénario apocalyptique qui parfois est soulevé publiquement pour justifier certains investissements, mais que ce soit dans les investissements dans certaines industries canadiennes, que ce soit dans la collaboration à l'étranger aussi avec l'expertise minière canadienne. Est-ce qu'il y a cette vision que l'on a du Canada comme étant une opportunité d'un pays peut-être plus vulnérable, plus susceptible à cette influence-là sournoise, que ce soit des dollars économiques, soit d'intentions un peu plus pragmatiques, pour en prendre, disons, avantage de cette vulnérabilité-là? Est-ce que vous sentez ça ou c'est que de la fiction que l'on se raconte pour justifier peut-être certaines politiques? Je peux répondre juste un petit peu. C'est intéressant parce qu'un journaliste me posait la même question
hier. Puis ça m'a surpris un petit peu parce que si il y a 10 ans, on aurait pu penser à une vague d'intérêt de compagnies chinoises pour les ressources canadiennes, je pense qu'on est dans un environnement complètement différent aujourd'hui. Je veux dire, il y a eu des modifications voyons, Investment Canada Act, l'accord sur les investissements au Canada, qui ont resserré un peu, pas mal, les circonstances. Le gouvernement a demandé à 3 compagnies chinoises de se divestir de compagnies canadiennes l'année dernière parce que, bon, entre autres sur le lithium, qui avaient des intérêts, en fait, c'était intéressant à l'étranger, pas pour des opérations canadiennes, mais pour des opérations. Les compagnies étaient canadiennes, mais les opérations étaient à l'étranger. Et puis, on a demandé pour des questions d'intérêts nationaux de divestir. Donc, je veux dire, au niveau de la Chine, je ne pense pas que votre question était nécessairement seulement au niveau de la Chine, mais au niveau de la Chine, on est vraiment dans une ère où les investissements chinois au Canada, à tous les niveaux, mais au niveau des ressources naturelles, sont presque à zéro en ce moment. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'activités qui se déroulent. Il y a eu des cas, il y a un cas dans le nord du Québec, etc., où c'est sûr qu'il faut être vigilant et tout, mais je veux dire, on n'est pas dans un contexte que j'essaie de dire, c'est qu'on n'est pas au début d'une vague d'investissement chinois dans le secteur minier canadien à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, qu'il ne faut pas. C'est pour ça que les règlements ont été resserrés au niveau de l'investissement du ICA. Ceci étant dit, la Chine n'est pas assise sur ses mains. Là. Pendant que l'Occident se réveille au niveau des minéraux stratégiques, la Chine aussi continue à investir ailleurs. Je pense que la Chine est très active ailleurs. Mais au Canada, il y a beaucoup moins. Si on regarde les chiffres d'investissement chinois, je pense qu'on est descendu en bas du milliard de dollars d'investissement chinois en 2022. Donc, il y a beaucoup moins d'activité à ce niveau-là. Je peux poursuivre. Je rebondirai sur cette réponse de Pascal. On m'a aussi déjà posé la question de l'activité minière ou extractive de la Chine dans l'Arctique canadien. Et je dirais répondre en 2 temps. D'abord, ça me paraît toujours assez étonnant qu'on s'inquiète de l'activité potentielle de la Chine dans l'Arctique canadien, mais que l'activité de compagnies qui viennent d'ailleurs ne semble pas poser problème. Or, c'est exactement la même chose. Ce sont des investisseurs étrangers qui viennent pour extraire les ressources naturelles, donc valoriser les ressources dont on dispose, et les différents paliers de gouvernement espèrent en retirer un certain bénéfice financier et économique. Donc, tant que l'on fait appliquer les règlements, la loi canadienne en matière d'investissement minier, pourquoi est-ce que ce serait différent pour une compagnie chinoise? Par ailleurs, dans les zones arctiques, imaginez qu'une compagnie chinoise puisse venir faire un trou, explorer, voire extraire du pétrole, du gaz ou des ressources minières sans que l'on s'en aperçoive, sans avoir demandé un permis, ça relève vraiment de la science-fiction. On ne voit pas très bien comment on pourrait faire ça discrètement sans que l'on s'en aperçoive. Donc, ça suppose à chaque fois que la compagnie demande la permission, donc qu'un permis lui soit octroyé pour procéder ensuite à l'exploitation. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait là aussi s'inquiéter de cela tant et aussi longtemps qu'on passe par le processus de supervision et que le gouvernement décide ou non d'aller de l'avant avec ce projet? Moi, je suis plutôt familière avec les investissements miniers canadiens à l'étranger, surtout en Afrique. Donc, je vais laisser mes collègues répondre à ça. Alors, juste pour ajouter, les transactions auxquelles vous avez mentionné sous la loi canadienne sur les investissements, sont les investissements, sont les États ou les entreprises qui vont recevoir des idées par rapport à leur investissement. Et la Chine investit dans nos ressources naturelles depuis longtemps. On voit ici Hoskinson et Husky et les coquilles en Alberta. Et maintenant, notre point focal en tant que gouvernement, c'est la nature de l'investissement. Ce n'est pas juste qu'ils veulent pas leur argent. Il y a des éléments dans le contrat qui peuvent poser problème, des services, des dettes. C'est vraiment ce qui est utilisé pour ces investissements. Ce n'est pas juste l'argent qui est problématique. Je voulais juste clarifier cela et vous faire cet avertissement. OK, merci.
Ma question est surtout pour Nanej Compaoré. Dans la mesure où il y a une compétition accrue entre les puissances économiques du globe pour les ressources partout sur la planète, mais beaucoup en Afrique, est-ce que la, la- 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 la position de négociation des pays africains ne s'en trouve pas améliorée? Et de ce point de vue-là, est-ce que vous notez des exigences supérieures de la part imposée par les gouvernements africains en termes de respect des environnementales, des conditions environnementales ou de respect des populations locales, puisqu'ils sont dans une position de négociation plus avantageuse? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est une très bonne question parce que je pense qu'il y a eu une vague de nationalisme envers la gouvernance des ressources naturelles à environ les 10 dernières années, surtout en Afrique de l'Ouest, quand on pense à la gouvernance des mines spécifiquement. Et je dirais qu'au départ, ça a surtout été une concentration sur le côté financier, pas vraiment le côté environnemental. Donc, par exemple, surtout, c'est une vague qui est en train de rejeter essentiellement ce qui s'est passé dans les années 80 avec les compagnies minières, les compagnies en général ayant tellement un si faible taux en taxes, par exemple, et donc à des taux qui sont vraiment incroyables comparés au reste du monde. Donc, en fait, nous sommes dans une période peut-être une période de rectification. Et c'est juste un peu plus récemment, si je pense au cas du Burkina Faso, quand on est en train de considérer d'autres conditions, surtout les conditions envers les mineurs artisanaux, parce qu'ils étaient vraiment écartés des différentes législations dans le passé, surtout parce qu'on copiait ce qui se passait en Occident, sans compter sur le fait que la situation était vraiment beaucoup plus différente en Afrique. En Afrique, les mineurs artisanaux occupent une place extrêmement importante. Et souvent même, ce sont eux qui ont trouvé les endroits où il y a des ressources minières. Et on a vu des compagnies très, très industrialisées qui sont venues et qui ont pris leur place. Donc, beaucoup de ces changements-là sont en train de se passer. Mais je dirais qu'il y a surtout un problème de régulation au niveau mondial. Donc, si on prend le cas de la fermeture des mines, par exemple, c'était très étonnant pour moi de savoir il y a juste quelques années qu'il n'y a pas en fait de réglementation internationale, il n'y a pas vraiment de standard à l'international qui guide les pays et les compagnies minières euh, qui les forceraient peut-être à pouvoir fermer les mines, si on peut dire ça, parce qu'une mine, vraiment, est-ce qu'on peut la fermer quand est fini les conditions environnementales continuent? Mais le problème, c'est que ce sont des standards qui sont régis directement par les compagnies elles-mêmes. Il n'y a pas même au Canada, il n'y a pas vraiment de système, de standard, de régulation, certainement pas de loi qui indique comment fermer une mine, alors que c'est là qu'il y a le plus de problèmes environnementaux, comment gérer tout ça. Donc, je dirais oui, il y a un plus grand pouvoir de négociation avec les différents pays en Afrique, mais malheureusement, si on regarde les pays qui sont peut-être vraiment en crise, je ne suis pas si sûre qu'ils sont en train de négocier de si bons contrats parce que leur préoccupation, c'est juste de vraiment diversifier leurs partenaires. Parce que je ne suis pas si sûre qu'on aura de très bons deals avec les compagnies russes nécessairement, mais pour certaines personnes au pouvoir, il s'agit juste de pouvoir dire quand on est avec les Russes et quand on n'est pas avec les Occidentaux peut-être. Il y a des autres questions? Ah, j'ai une question. On parle de
d'augmentation de la gouvernance et s'il y a des changements en termes de leadership au Canada et aux États-Unis. Et si les dirigeants qu'on a vus ou des grands changements, par exemple aux États-Unis, comme Trump qui ne s'implique pas dans ces accords d'environnement, ou encore aux États-Unis, où est-ce que les choses vont changer dans la manière dont nous nous engageons dans la forme de comment est-ce que cela va affecter ce dont on parle aujourd'hui en termes de vraie énergie ou de ressources, d'extraction de ressources. Avec COP20, quelle que soit la situation finale, ça va entraîner des circonstances légales et le Canada et les États-Unis vont devoir s'en tenir à ce qui a été décidé. Et nous avons vu quand Trump était en pouvoir, il avait sorti les États-Unis de l'accord de Paris, mais il y avait les conversations de COP20, je ne peux pas prédire ce qui va se passer et qui va être au pouvoir, mais si on reste dans un accord qui nous engage légalement, on est dans une meilleure place. C'est une non-réponse à votre réponse. C'est une réponse difficile. C'est 4 heures, il est 16 heures, donc j'ai l'impression que je suis très cynique, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de changements qui dépendent du gouvernement. Légèrement, mais je pense que la puissance des lobbyistes extracteurs ne peut pas être négligée malgré le gouvernement, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Je donnais les exemples de ces lois qui ont été arrêtées au Canada. Et je pense que jusqu'à ce que nous taclons combien de pouvoir les compagnies d'extraction ont ou comment est-ce qu'ils peuvent faire du lobby auprès des gouvernements. La réponse est là. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est vraiment, oui, les gouvernements oui, un gouvernement libéral va être différent d'un gouvernement conservateur, mais les lobbies sont très puissants. On ne peut pas les enlever de l'équation. Pour moi, je pense ce qui était en dessous de mes remarques, c'est que il y a eu des structures, des réalités structurelles qui étaient sous-jacentes. Et je pense que cela va rester. Mais pour réitérer brièvement, ce que je dis, c'est on doit trouver une manière. Beaucoup de panélistes ont parlé avant nous mais je n'utiliserai pas de mots comme ça, mais on doit trouver une manière en tant que citoyen du monde, d'aller dans notre changement vert et la Chine fera partie de cette équation. La compétition et la coopération qui est nécessaire. Je vais le laisser sur ça. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'audience? Donc, je vais terminer ce panel. Merci beaucoup à nos panélistes. Je vais présenter nos mots de
de clôture, j'ai maintenant l'honneur d'inviter Carrie Buck, qui récemment qui a été l'ambassadrice au Canada à l'automne de 2015 à 2018. Mademoiselle Buck est diplomate et la sous-ministre adjointe dans les politiques et a servi en tant que, dans les Antilles et directrice générale dans le Moyen-Orient. Dans sa, elle a été Miss Buck a dirigé des forces de travail en Syrie, en Mali et d'autres crises humanitaires. À travers sa carrière, elle a soutenu des premiers ministres et des présidents au sommet des G7 et de l'OTAN et a représenté le Canada à OSCE sur les problèmes comme le terrorisme, les affaires humanitaires ou les droits humains. Elle représente le Canada sur des sujets qui permettent de bâtir de combattre la violence contre le genre. Bienvenue parmi nous. Thank you very much. Merci. On m'a demandé de résumer le débat d'aujourd'hui et je trouve cette tâche très, très difficile pour deux raisons. Je trouve cela difficile pour deux raisons. Premièrement, je n'ai pas un arrière-plan en affaires internationales. J'étais une diplomate pour 30 ans et je viens à cela avec une perspective différente. Donc, je vais être très rapide, j'espère. J'ai entendu plusieurs commentaires qui ont été lus aujourd'hui à travers le panel. J'ai entendu parler des complexités et on voit depuis des années comment est-ce qu'on vit dans un monde qui est plus menacé depuis la guerre froide et les guerres mondiales. Premièrement, on a une tendance à catastrophier. C'est utile de manière tactique pour les gouvernements, mais on doit se demander, est-ce que c'est assez une réponse assez nuancée? Deuxièmement, je pense que nous avons une narrative qui juxtapose le chaos dans le monde et et le monde qui est dirigé par l'unique États-Unis. Monsieur Biden a dit que c'était une lutte entre l'Ouest et l'Est. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. De ma perspective, la réponse est, je pense qu'on est dans un changement peut-être que c'était la pandémie, peut-être que c'était la belligérance chinoise, ça a été la guerre en Ukraine. Mais quel que soit ce point tournant, la période avant n'était pas aussi horrible qu'on les décrit, pas en tant que le leadership américain qui était constant ou dans les négociations, ou encore il y avait des lois de négociation. La loi internationale n'a pas fonctionné. Il y a de l'hypocrisie qui est bâtie. Les lois internationales sont beaucoup plus brisées maintenant. Elles ont toujours été brisées, mais on réagit dessus. Combien d'avocats y a-t-il dans cette salle? Je m'arrête là. Donc, ce que j'ai vu dans le temps avant, c'est ceci, c'est une vue différente. J'ai vu une ouverture de la communauté internationale à plus d'acteurs. Et beaucoup plus d'États ont demandé une voix égale dans les institutions. Ça a rendu cela plus légitime, mais ça a rendu la diplomatie plus difficile. Autre chose, c'était une erreur une ère
dans la prolifération des lois internationales, dans les violences contre le genre. Mais cela était possible en travaillant avec des coalitions. On, on ne bâtissait jamais cela, on travaillait tout le temps dans notre bloc de l'Ouest. Ce que je pense qui est le monde complexe est la logique de ce qui est, c'est de normes internationales et d'essayer de comprendre comment les implémenter dans un monde imparfait. Ce qui me fait terminer avec la conclusion que le monde n'est pas aussi sombre qu'on le pense, pour trois raisons. Premièrement, à travers l'histoire, toute période post-pandémique, il y a eu une période de turbulence, partiellement parce que les pandémies dévoilent des inégalités, mais ces turbulences euh, dirigent vers des sauts, des bons pour guérir ces inégalités. Deuxièmement, les termes, les indicateurs à long terme qu'on a vus dans les 2000 ont, ont la mortalité infantile, la famine, la pauvreté sont très bas en ce moment. Et l'échelle de vie est encore élevée, mais ça n'a pas baissé aussi bas qu'on on le pense. Et finalement, le Canada, je pense à la capacité qui nous positionne pour naviguer dans ce monde aussi turbulent qu'il est, comme le cyberdésarmement, l'inclusivité. Oui, c'est une capacité de sécurité. Oui, on doit en faire plus en défense, en diplomatie. Mais je pense que la conclusion est que nous sommes très bien positionnés pour faire plus. Et nous devrons faire attention de ne pas arrêter trop tôt.